Lyon, située au confluent du Rhône et de la Saône, la cité est depuis plus de 2 millénaires en perpétuelle construction. Les monuments reflètent la puissance de la ville et témoignent du savoir-faire des bâtisseurs au cours des périodes de l'histoire. Parmi les édifices de Lyon, 3 d'entre eux permettent de comprendre comment les hommes ont su jouer avec les contraintes, façonner le paysage de la ville et réaliser des prouesses architecturales devenues des symboles atemporels. La ville antique de Lugdunum, la basilique de Fourvière et le fort de Bron. Il faut construire des édifices pour permettre l'adduction en eau sur toute une ville au sommet d'une colline. L'idée de la mettre en extrême limite de la colline, c'était pour que cette muraille, elle se voit de partout. On fait quelque chose d'efficace, de simple, de systématisé, donc tout ce qui est superflu est écarté. Quels chantiers ont été mis en place par les Romains pour édifier la cité de Lugdunum? Comment les bâtisseurs sont-ils parvenus à construire la basilique de Fourvière à flanc de colline? Et quelles techniques ont été imaginées au fort de Bron pour protéger les Lyonnais? C'est un peu un nid d'abeilles, c'est-à-dire que le but, c'est aussi de faire un monument volumineux, mais avec un minimum de matériaux. Ces supports étaient faits pour glisser. Ils étaient faits par un système de plaques qui n'étaient pas accrochés. Chaque cellule, unité de construction, est autonome. Le système est autoporteur. Et vous pouvez enlever les murs à côté, rien ne bouge pas. Grâce aux meilleurs spécialistes du patrimoine de Lyon, à des reconstitutions en images de synthèse et à des prises de vue aériennes inédites, vous allez comprendre comment ces édifices lyonnais ont pu prendre vie. Voici l'histoire de la construction de 3 des plus beaux monuments de Lyon, rêve d'architectes et d'ingénieurs visionnaires. Lyon, la 2e métropole de France, située dans le sud-est, est une ville parsemée de monuments emblématiques témoins de sa riche histoire. Le fort de Bron, la basilique de Fourvière, mais également de magnifiques vestiges romains. Nous sommes en 43 avant Jésus-Christ. La Gaule vient d'être conquise par Jules César. L'Empire romain doit asseoir sa puissance et organiser cet immense territoire. Un emplacement stratégique est trouvé. C'est ici, aux abords de 2 cours d'eau, que va être édifiée la grande cité de Lugdunum. Dès l'origine, le site de Lyon, avec ce confluent, est un site qui permet, d'un point de vue commercial, d'un point de vue militaire et d'un point de vue civil, une installation humaine en tout confort. Les 2 grandes voies navigables constituées par le Rhône et la Saône permettent de faire le lien entre le sud et le nord du territoire. L'emplacement géographique de Lyon va déterminer son expansion. Un réseau constitué notamment de plusieurs grandes voies terrestres de plus de 2500 km vont être tracés dans toutes les directions au départ de Lugdunum. Lyon va marquer le centre névralgique du nouveau réseau routier, un petit peu comme Rome, en Italie, marque le centre névralgique du réseau de voies italiennes. Sur la colline de Lugdunum, tout est à faire, tout est à construire. Les quelques maisons présentes sont faites de chaux et de bois, en matériaux périssables, bien loin des standards de vie à la romaine. La Gaule, c'est un terrain quasiment vierge. Et ces sites gaulois vont servir de terrain d'expérimentation pour de nouvelles formes architecturales. Lugdunum va être particulièrement propice à ce déploiement. Le défi des bâtisseurs est de construire une cité capable d'accueillir des dizaines de milliers d'habitants et d'offrir tout le confort, toutes les infrastructures administratives, mais également les services comme les bains et les lieux de spectacle, dignes d'une capitale. Lugdunum doit être la vitrine de Rome
en territoire gaulois. Deux millénaires après sa construction, ce lieu de spectacle trône toujours fièrement sur les hauteurs de Lyon. Le théâtre de 10 000 places dissimule le savoir-faire des bâtisseurs. Le secret de sa longévité se trouve notamment dans son emplacement. On profite de la façon dont les collines sont formées pour appuyer une construction sur un lieu topographique qui est déjà favorable et qui évite de déplacer beaucoup de terre. On part sur des bases très solides qui assurent la suite de la construction. Les bâtisseurs vont commencer par creuser la colline et créer une forme semi-circulaire d'un diamètre de 108 mètres, que l'on appelle la cavea. Les pierres retirées serviront à construire les fondations du théâtre. Pour cela, les ouvriers utilisent du mortier composé de chaux, de sable et de pierre. L'avantage de cette technique de construction avec le mortier, que tout le monde utilise aujourd'hui, en tout cas depuis l'époque romaine utilise, qui a été inventée au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, elle permet d'aller aussi beaucoup plus vite et de s'affranchir de certains problèmes techniques. L'objectif est de créer des fondations capables de soutenir les différents étages du théâtre. Pour cela, les bâtisseurs vont créer une superposition de voûtes. Pour y parvenir, ils installent des cintres en bois sur lesquels ils viennent déposer une couverture de pierre fixée par du mortier. Ces fondations voûtées permettent de monter en hauteur tout en économisant des matériaux. C'est un peu un nid d'abeilles, c'est-à-dire que le but, c'est aussi de faire un monument volumineux, mais avec un minimum de matériaux. Il faut vraiment imaginer que les gradins sont posés sur des espaces qui sont vides. Il faut vraiment imaginer des petites cellules les unes au-dessus des autres qui permettent de constituer l'âme du bâtiment. Donc on a un bâtiment qui est en creux, entre guillemets, sur lesquels reposent les gradins. Le théâtre est ensuite fermé par un mur de scène de 32 mètres de haut. Pour assurer le confort des spectateurs, toutes les techniques sont mises en œuvre. Un immense vélum en tissu vient couvrir les gradins. Tout est fait pour que les habitants profitent au mieux de la vie à la romaine. Mais pour que Lugdunum soit le miroir de Rome en Gaule, un élément doit être omniprésent dans la cité: l'eau. Mais Lyon est situé à 300 mètres d'altitude. Pour parvenir à alimenter la ville juchée sur la colline, les ingénieurs vont entreprendre des chantiers titanesques. Parmi les grandes innovations apportées par la conquête romaine, il y a tout ce qui relève du réseau hydraulique. Et Lugdunum dispose à l'origine de points d'eau potable, des puits par exemple, des citernes, mais à un moment donné, cette eau ne suffit plus. Pourquoi? Parce que les thermes consomment des quantités tout à fait faramineuses d'eau claire. Ça se chiffre en plusieurs centaines, en plusieurs milliers de mètres cubes par jour. Il faut désormais trouver des sources proches mais situées à une altitude plus importante que la ville. Lugdunum est entouré de plusieurs chaînes de montagnes. Vous avez les massifs central qui est tout proche, avec les monts du Lyonnais, avec quelques points de source, ou encore le cours du Gier à Saint-Chamond, qui permet effectivement d'aller capter une eau très pure, mais quand même à plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres du site de Lyon. Le défi, c'est d'acheminer l'eau sur de grandes distances, de traverser des montagnes et des vallées, parfois sur plus de 80 km. L'objectif, c'est de construire un canal couvert. Donc, ça permettait forcément de garder la fraîcheur de l'eau, d'éviter des saletés qui pouvaient rentrer dans l'eau. Et l'objectif principal était de garder une pente de 1 mètre par kilomètre. Donc, ce n'est pas énorme et ça montre aussi la difficulté que les Romains avaient pour construire et réaliser un aqueduc. 90% des aqueducs sont creusés dans la roche et traversent les montagnes. Pour passer les vallées, il est d'usage de construire des ponts aqueducs. Le plus grand jamais construit est le pont du Gard, 48 mètres de hauteur sur près de 300 mètres de longueur.
Mais pour franchir certaines vallées, il faudrait l'équivalent de près de 10 ponts du Gard. Impossible pour l'époque. Les bâtisseurs ont donc dû trouver une alternative en s'appuyant sur un principe physique. La solution qui a été choisie ici, c'est de se faire un système différent qu'on appelle le pont-siphon, qui est un système très simple en fait au niveau technique, en tout cas au niveau physique, de vases communicants. Pour passer une vallée, l'eau qui arrive au sommet est acheminée dans un immense réservoir. À la base se trouvent 10 tuyaux en plomb qui descendent en fond de vallée puis remontent de l'autre côté. Le système de vases communicants permet de remonter le précieux liquide sur le versant opposé. L'eau est ensuite stockée dans un second réservoir, puis s'écoule naturellement dans l'aqueduc. Ce système fonctionne sans artifice mécanique. Seule la pression atmosphérique et le poids de l'eau dans le réservoir permettent de créer la pression. L'eau sous pression, c'est juste la hauteur de la colonne d'eau. L'eau arrivée à l'intérieur du réservoir à travers donc le canal, et la différence de hauteur entre le canal et l'endroit où il y avait les canalisations, donc ça suffit en fait pour donner de la pression à l'eau et l'envoyer dans les canalisations. Au total, 4 aqueducs sont construits autour de Lugdunum, acheminant l'eau sur plus de 200 km. 39 000 mètres cubes pouvaient ainsi alimenter toute la colline et sa cité en eau. Donc il faut imaginer finalement un mode de vie, une qualité de vie entre guillemets, en tout cas au niveau de l'adduction en eau, qui va être assez proche de celle qu'on connaît aujourd'hui dans nos villes modernes. Une qualité de vie, un confort rendu possible par le génie romain qui a marqué l'avènement de la grande ville qu'est devenue Lyon. Aujourd'hui, la colline n'est plus le centre de la ville, mais elle attire cependant le regard, car désormais, à quelques centaines de mètres du théâtre, se trouve l'un des symboles de Lyon, la basilique de Fourvière. Depuis plus d'un siècle, la célèbre basilique surplombe majestueusement la ville. Cette mégastructure immaculée s'est rapidement imposée comme un symbole de Lyon. On y monte pour prier Marie, car la Vierge veillerait sur les habitants et les aurait notamment sauvés du scorbut, de la peste et du choléra. En l'espace d'un siècle, des travaux hors normes vont métamorphoser la colline qui prie en un haut lieu de pèlerinage permettant d'accueillir chaque année des millions de fidèles. Le 19e siècle va être vraiment le siècle, d'une part, de la dévotion mariale, mais pour Fourvière, le siècle de l'expansion, de l'explosion, de la magnificence. Ça, c'est très net. Et dès les années 1840-45, on pense à agrandir cette église qui est trop petite. Il faudra plusieurs dizaines d'années pour que ce projet d'une église gigantesque prenne forme et que le chantier puisse commencer. Dès 1852, le clergé place au sommet de l'église préexistante une statue monumentale de 3 tonnes. La Vierge dorée culmine à 170 mètres au-dessus de la ville. Elle rayonne dans le ciel lyonnais. Aucun monument, aucun relief aux alentours ne la protège des éléments. Elle est à la merci du vent, de la pluie et de la foudre. La Vierge est très exposée. La voilure est très importante puisqu'on l'a calculée à 12 mètres carrés. Ça représente une pièce, quoi, la surface d'une pièce. À cette altitude, le vent peut atteindre 250 km/h en rafale. La surface de la Vierge est telle que la structure de l'édifice doit être capable d'encaisser une pression latérale d'1 tonne, l'équivalent du poids d'une voiture. Les efforts appliqués au pied de la statue sont donc colossaux. La maçonnerie, c'est quelque chose d'inerte. Ça ne peut pas vibrer. Et donc, si une vibration est transmise à la maçonnerie,
Elle commence à créer des problèmes de joints qui s'en vont, enfin, ça se délite, enfin, tout ça se détruit très vite. Pour que l'édifice tienne bon, un ingénieux système d'arcs a été mis en place. À la façon des baleines de parapluie, 8 arcs en béton armés de 20 mètres de long chacun partent du pied de la statue. Ils permettent de reprendre les forces, de les dissiper et ainsi de préserver le monument pour les siècles à venir. Dans ces conditions, bâtir une basilique sur la colline est un véritable défi. Nous sommes en 1850, au cœur du 19e, le siècle des révolutions techniques. L'électricité, le cinéma, mais également le chemin de fer se développe. Et tout particulièrement à Lyon. L'archevêque va alors casser les codes établis pour assurer le financement d'une immense église. Pour cela, il va interpeller les notables lyonnais. Cette église dédiée à Marie, il faut la faire vôtre. Il faut que vous vous en occupiez, vous, les vieilles familles lyonnaises, débrouillez-vous, vous avez les moyens et vous avez ma bénédiction pour agrandir, embellir, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que naît une des premières sociétés de laïcs en charge avec une église, la Commission de Fourvière. Il rêve déjà de voir des milliers de fidèles sur la colline, rassemblés au sein d'une majestueuse basilique dédiée à Marie. Cela fait en réalité plusieurs décennies que cette volonté d'agrandissement est dans les esprits, si bien que, quand cette ambition se concrétise, les plans sont déjà prêts. L'architecte lyonnais Pierre Bossan les a travaillés, affinés pendant près de 40 ans. Il maîtrise parfaitement tous les langages architecturaux adaptés aux lieux de culte. Son idée, c'est d'avoir un bâtiment qui soit à la gloire de la Vierge Marie. Pierre Bossan a alors 58 ans. Cet architecte talentueux a certes édifié de nombreuses églises, mais jamais une basilique de cette ampleur. Bossan prend conscience que c'est la grande œuvre de sa vie, va demander à employer des matériaux inouïs, de grande richesse esthétique, chromatique. Pour la première fois de l'histoire, une basilique est financée exclusivement par les habitants de la ville. 5 millions de francs or sont collectés, soit l'équivalent de 20 millions d'euros. L'architecte a carte blanche. Ces constructions vont complètement échapper notamment à la police architecturale de l'État. C'est ce qui explique l'entière liberté qu'aura l'architecte Bossan pour mener à bien ce projet complètement chimérique. Le succès de l'appel aux dons permet à Pierre Bossan de mettre son projet fou en œuvre. Il souhaite que la basilique surplombe et domine la ville, qu'elle devienne le nouveau phare de Lyon. Pour cela, il va s'avancer le plus possible dans le vide, quitte à défier les lois de la physique. L'idée de la mettre en limite de la colline, c'était pour que ce bâtiment, cette muraille, elle se voit de partout. Avant même le début de la construction, Pierre Bossan doit abandonner le projet de sa vie. Vieillissant et malade, il confie le chantier à l'architecte Sainte-Marie Perrin, mais supervise à distance l'avancée des travaux, et notamment les fondations, car la colline de Fourvière est loin d'être stable. On est dans une des premières implantations de Lyon, on ne sait pas du tout à cette époque-là ce qu'il y a dessous. On va forcément rencontrer des difficultés. L'architecte est contraint de revoir son plan. Il va reculer de quelques mètres l'emplacement de la basilique pour espérer gagner en stabilité. Les travaux commencent le 8 novembre 1872.
L'objectif est d'abord d'ancrer profondément le monument sur les pentes glissantes de la colline. Nous allons faire des fondations très profondes, à 26 mètres de profondeur. Nous n'allons pas rencontrer le roc, mais on va établir la première pierre sur un lit de gravier. C'est à 30 mètres du sommet que les ouvriers commencent à creuser ce qui deviendra l'abside de la basilique. Ils traversent de nombreuses couches géologiques sur 26 mètres de profondeur. L'équivalent d'un immeuble de 10 étages est retiré. Afin de s'assurer de la stabilité du futur édifice, les fondations en arc de cercle sont construites à l'aide de 8 axes allant dans toutes les directions. Ainsi, les forces et les mouvements du sol peuvent être contrés de toutes parts. Ils vont employer effectivement des bastins. À cette époque-là, on faisait des bastins de bois et on triangule tout ça de manière à être sûr que ça tienne bien et qu'on puisse installer les fondations dedans. Malgré de nombreux éboulements, 16 000 mètres cubes de pierre sont retirés et les fondations prennent forme. Difficile de s'en rendre compte depuis l'extérieur, mais les plans prévoient en réalité une double église. Cette astuce architecturale permet de remonter le sol et de créer une base plane capable d'accueillir l'immense basilique. Quand vous regardez une coupe longitudinale, on voit très bien en fait que le sol qui est sous la crypte, il est franchement en déclivité. On va d'abord construire l'église inférieure, le chœur, on consacre l'autel du chœur, ensuite on construit l'église supérieure et dès qu'on peut, on consacre l'autel avant d'avoir terminé. Il est évident qu'on voulait que les choses soient opérationnelles le plus vite possible. Les fondations et l'église basse sont construites en l'espace de 2 ans. Désormais, les ouvriers doivent bâtir la basilique de 86 mètres de long sur 35 mètres de large et élever l'ensemble à 48 mètres de hauteur. Mais ils ont une contrainte, imposée par l'architecte. Dans le cahier des charges de Sainte-Marie-Perrin, aux entreprises, il y avait aussi une obligation de ne mettre d'échafaudage qu'à l'intérieur. Cette exigence permet de conserver la pureté de la façade car si les échafaudages avaient été installés à l'extérieur, il aurait fallu les ancrer dans les pierres puis reboucher les trous au risque d'altérer le monument. À l'intérieur, les mosaïques recouvrent les murs et dissimulent les traces laissées par les échafaudages. Au fur et à mesure de la construction, les colonnes s'élèvent jusqu'à 15 mètres de hauteur. L'objectif de l'architecte est d'obtenir une structure résistante, mais également fine et élégante. Pour cela, le plafond doit être composé de matériaux extrêmement légers. Toutes les voûtes, par exemple, sont faites avec des pierres très légères. C'est des tufs. Et les tufs sont des pierres creuses avec des alvéoles dedans, un peu comme la pierre ponce. Et comme vous le savez, la pierre ponce, dans le bain, ça flotte. Et là, c'est des pierres donc très légères. Ça permet de diminuer toutes les poussées sur les murs et de diminuer le risque de basculement des murs. L'emplacement de chaque pierre a été pensé en fonction de sa capacité de compression, de sa masse, mais également de sa couleur. Les contemporains de Pierre Baussan comparent la basilique à de l'orfèvrerie. Le fait que son père ait été tailleur de pierre et que lui ait une connaissance de la pierre très précise l'a amené à avoir des exigences de teinte, de veine, de rendu de la lumière sur une pierre suivant comme elle est taillée. Ça, il savait ce que ça allait donner, il en connaissait le résultat à l'avance et du coup, je pense, oui, ça l'a amené à faire des choix. Et c'est pour ça qu'on a une telle variété. Au total, plus de 45 natures de pierres différentes sont employées à travers la basilique. Les pierres viennent du monde entier, aussi bien des pays du Nord que d'Afrique. Elles parcourent parfois des milliers de kilomètres pour arriver sur le chantier de la basilique de Fourvière.
on a une foison de marbres multicolores. On a les marbres de l'Afrique du Nord, on a les pierres de Madagascar. C'est extraordinaire. Et là, tout ce décor vient des possessions françaises. Avant d'être utilisée pour la construction, chaque pierre est analysée, auscultée par l'architecte. Il était capable de déterminer si ce filon-là était bon, si cette colonne, il fallait la refuser parce qu'elle avait une fissure, même très délicate à voir. Il avait une grande connaissance des matériaux, très fine, et de comment on les mettait en œuvre. À mesure que la basilique de Fourvière se construit, les Lyonnais découvrent un monument étonnant, d'un style architectural totalement inconnu dans la région. Baussan est une figure tout à fait atypique de l'architecture du XIXe siècle, qui n'a aucun équivalent en France à la même époque. Il allie la grande qualité des matériaux avec une idée spirituelle. Le rêve de l'architecte Pierre Baussan est sur le point d'aboutir, plus de 50 ans après ses premiers croquis. Mais une contrainte de taille va l'obliger à réduire ses ambitions. Les caisses de la fondation de Fourvière sont vides. Impossible de finir la basilique telle qu'il l'avait imaginée. Les possédants sont moins possédants, on va dire. Il y a plus d'impôts, il y a l'impôt sur le revenu qui se met en place, il y a l'impôt sur les successions, ainsi de suite. Et puis l'économie tourne moins bien, donc on sent un ralentissement très net dès les années 1900. Et puis évidemment arrive la Première Guerre mondiale qui économiquement est une catastrophe. Les sculpteurs, censés donner vie à la pierre, sont renvoyés chez eux et laissent la basilique en chantier. Ça n'est pas terminé, c'est un peu brut. Et on a beaucoup de pierres épanelées, mais pas encore taillées. Enfin, voilà. Donc du coup, il y a un côté un peu brut, un côté forteresse, alors que le résultat devrait être beaucoup plus fin. Si certaines pierres sont laissées brutes, il faut en revanche finir de construire le toit. Et là encore, les maîtres d'œuvre sont à la recherche d'économies. Le bois, initialement prévu pour la charpente, est remplacé par du fer. Et l'on va construire le toit de la basilique comme l'ont construit les gares de l'époque. Pour cela, les bâtisseurs s'appuient sur la technique développée par l'ingénieur français des chemins de fer, Camille Polonceau. Son idée, créer une unité de référence de forme triangulaire toute particulière que l'on appelle une ferme. C'est un système de charpente fait de fermes successives. Ces fermes sont elles-mêmes subdivisées en des triangles, et notamment 2 triangles qui travaillent comme des fermes, elles aussi, reliées par des barres métalliques qui sont des tendeurs. L'ingénieux système Polonceau permet avec très peu de matière de créer une armature capable d'absorber les dilatations. Autre avantage, il permet de laisser de la hauteur libre au centre plus importante que sur les côtés. Idéal pour recevoir les voûtes de la basilique. Une fois la charpente réalisée, la couverture doit être installée. On avait pensé à la couverture en cuivre, mais elle est chère. On a pensé à la couverture en plomb, mais ça pèse lourd. Et finalement, on a opté pour 1600 ardoises qui faisaient 1 mètre sur 1 mètre. Et ce sont des ardoises relativement minces. Si ces ardoises légères et bon marché permettent de couvrir le toit de la basilique, elles ont un inconvénient qui va, à lui seul, mettre en péril la structure de l'édifice. L'ardoise, c'est un matériau qui va absorber le rayonnement solaire et chauffer énormément. La charpente elle-même subit des dilatations importantes puisque le comble arrive à chauffer à cause de ce corps noir.
c'est vrai qu'on arrive à des températures à l'intérieur qui peuvent être de l'ordre de 60-70 degrés. Les écarts de température sont tels que la charpente qui se dilate ne peut être en contact direct avec les murs qui, eux, n'ont aucune souplesse. Le risque, c'est de pousser la maçonnerie et de créer des fissures. L'architecte a donc dû trouver une astuce. Baussan avait conçu un système très intéressant qui était le fait de reposer les charpentes sur des petites plaques huilées. Ces supports étaient faits pour glisser. Ils étaient faits par un système de plaques qui devaient glisser l'une sur l'autre, mais qui n'étaient pas accrochés au mur. La charpente en fer est ainsi indépendante des murs et peut se dilater sans menacer la structure du monument. Aujourd'hui, la basilique de Fourvière est l'un des symboles de Lyon inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. À la fin du XIXe siècle, Lyon renforce ainsi sa puissance religieuse. Son commerce, en revanche, est mis à mal, notamment à cause de la guerre contre la Prusse. Et Lyon, ville stratégique, est menacée d'une invasion. Il faut se rendre à 6 km de Lyon pour découvrir le célèbre fort de Bron qui veille sur la ville. Pour comprendre toutes les subtilités de construction de ce fort gigantesque, il faut remonter 150 ans en arrière. Nous sommes en 1875. L'urgence absolue est de sécuriser les frontières. Pour cela, le comité de défense fait appel à un homme, le général Céré de Rivière. Surnommé le Vauban du 19e, ce polytechnicien spécialisé dans le génie et dans les fortifications va construire plus de 200 forts répartis sur une ligne allant de Calais à Nice. Lyon, première ville commerciale de France, est convoitée par les ennemis. Il est décidé de faire de cette ville un lieu stratégique imprenable. Lyon est particulier puisqu'il n'appartient pas à cette ligne. C'est une base arrière, donc il est là pour soutenir, envoyer des troupes, envoyer du matériel et au cas où la première défense soit enfoncée, résister. Donc lui, il se défend dans toutes les directions de l'espace. Depuis maintenant 40 ans, Lyon est protégé par une enceinte. Mais ses remparts ne sont plus efficaces pour défendre la ville. Les techniques militaires ont évolué et la portée des canons ennemis dépasse désormais les 6 km. Impossible de créer un immense mur à distance de la ville. Il est donc urgent de trouver une solution pour garder les assaillants à distance. Le général Céré de Rivière décide d'édifier des forts à des emplacements stratégiques pour veiller sur Lyon. On tirait à vue, et au niveau militaire, l'avantage, lorsqu'on tire à vue, c'est d'être sur un point haut, de façon à voir l'ennemi et pouvoir tirer plus loin. Alors que si vous êtes plus bas, il faut que votre canon soit plus puissant pour pouvoir vous atteindre. Une colline située à 6 km de Lyon attire l'attention du génie militaire. La colline de Bron. Son point haut culmine à 212 mètres d'altitude et constitue un poste de défense stratégique et d'observation idéal contre toute menace venant de l'Italie voisine. Cette plaine de l'Est, il y a l'arrivée des assaillants possibles du côté de l'Italie, mais on a également une ligne de chemin de fer. Donc à partir de là, on va pouvoir garder un œil et empêcher les adversaires de se placer sur deux petites collines qui risqueraient donc de bombarder Bron. C'est la colline de Chassieux et la colline de Saint-Priest. Le projet est ambitieux. Le général Céré de Rivière va établir à cet endroit un immense fort de 7 hectares, l'équivalent de 10 terrains de football, capable d'accueillir près de 900 hommes et 26 canons.
Ils devront pouvoir vivre en totale autonomie pendant 3 mois en cas d'affrontement. Les travaux commencent dès 1875. Il faut comprendre que ce système série de rivières, on veut le faire très vite parce qu'on a peur d'une invasion rapidement. Donc on fait quelque chose d'efficace, de simple, de systématisé. Donc tout ce qui est superflu est écarté. Après avoir rasé la forêt, les ouvriers commencent par délimiter les contours du fort de Bron. Pour cela, ils s'appuient sur les plans produits par le général Céré de Rivière. Ils creusent ainsi d'immenses fossés à l'aide d'outils rudimentaires, à la pelle et à la pioche. On a quand même un tour de fort qui fait 1,5 km. Ça fait une masse de terre relativement importante. Le volume à retirer est colossal. Les ouvriers creusent des fossés de 7 mètres de largeur sur 6 mètres de profondeur. Au total, 63 000 mètres cubes sont retirés, l'équivalent de 25 piscines olympiques, soit près de 80 000 tonnes de terre. Ces fossés forment un hexagone où chaque angle est calculé pour protéger l'édifice de toutes parts. La pointe du fort, elle, est dirigée vers l'ennemi. On pourrait presque calquer une moitié d'un fort par rapport à l'autre moitié. Tous les forts serrés de rivière sont conçus suivant des unités de construction que l'on retrouve de façon symétrique dans tous les forts. L'entrée du fort se fait par un accès unique et sécurisé dirigé vers Lyon. Une fois à l'intérieur, les différentes constructions partent d'un axe central de 200 mètres de long que l'on appelle la capitale. Un couloir qui suit l'axe de symétrie du fort, à partir duquel partent, à la manière d'un arbre, des branches qui vont dans les différents éléments, caponnières, casernements et tout ça. Le génie militaire souhaite ériger un édifice capable d'encaisser la puissance des chocs des boulets ennemis. Pour cela, ils vont utiliser principalement de la pierre de taille extrêmement résistante à la compression. Pour augmenter la résilience de l'édifice, les bâtiments sont bas et constitués exclusivement de voûtes, la forme architecturale la plus résistante aux impacts. L'autre particularité, c'est que ce système de voûtes est croisé, c'est-à-dire que les voûtes vont dans tous les sens, en quelque sorte, spatialement, pour s'épauler les unes les autres. Un peu à la manière de contreforts sur une cathédrale, où on vient, par des dispositifs latéraux, épauler la voûte principale. Le but, répartir les efforts de l'impact d'un éventuel projectile. La construction commence par les couloirs totalement voûtés. Plus de 2 km sont érigés. Le casernement pour le stockage et les lieux de vie des soldats est lui aussi protégé par des voûtes. Cette construction répétitive et ultra résistante constitue le modèle de base du fort. Il ne reste ensuite plus qu'à monter les façades. Ce trou côté façade, on le remplit, chaque alvéole, comme une ruche, par une maçonnerie avec des fenêtres et des portes, mais qui ne soutient pas l'ouvrage. Si bien que si un obus crève la façade, il va crever qu'une de ces alvéoles, puisqu'il y en a d'autres à côté qui sont indépendantes structurellement, mais néanmoins, il ne touchera pas l'intégrité même de l'ouvrage dans sa complétude, qui permettra d'être rebâti assez facilement. Chaque cellule, unité de construction, est autonome. Le système est autoporteur. Et vous pouvez enlever les murs à côté, rien ne bougera. Un boulet de canon ennemi peut donc venir ébranler une partie de la construction du fort sans pour autant menacer la structure. Si cette architecture est autoportante, c'est grâce à des murs de soutien extrêmement massifs que l'on appelle des pieds droits. Chacun d'eux est capable d'encaisser une charge colossale de plusieurs centaines de tonnes. Si bien qu'aujourd'hui, les piliers soutiennent une installation inattendue. Sur le fort de Bron, il y a une réserve d'eau de 40 000 m3.
Donc soit à peu près avec la construction, le béton autour de 50 000 tonnes, qui est directement posé sur les piliers du fort. Si le fort de Bron est capable de résister à de lourdes charges, les pierres de taille utilisées ont un inconvénient. Au contact des boulets, elles explosent et se transforment à leur tour en projectiles mortels. Le génie militaire va alors trouver une solution plutôt étonnante pour contrer ce problème. Les maîtres d'œuvre vont chercher à protéger les pierres des assauts ennemis. Pour cela, des dizaines de milliers de mètres cubes de terre, retirés pour la création des fossés, vont être réemployés. Ils vont protéger les bâtiments. L'objectif ? Utiliser la terre pour encaisser les chocs et préserver les constructions. On ne va pas chercher de la terre dans la campagne, on prend bien la terre que l'on a déplacée au départ pour la remettre en place, donc on évite les déplacements inutiles. On économise autant la matière première, mais surtout le temps de travail, puisque aller chercher des matériaux loin, ça veut dire du temps, donc ça veut dire de l'argent. L'armée, à l'époque, calculait aussi ses deniers, et la construction d'un fort devait être faite de façon la plus économique possible. On systématise effectivement l'équation déblai des fossés égale remblai au-dessus des ouvrages maçonnés. Avant d'entamer ce chantier titanesque, une étape fastidieuse mais vitale doit cependant être réalisée. La terre était tamisée, entre guillemets. Alors c'est du gros tamis, mais elle était tamisée, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune grosse pierre de façon à éviter de créer un nouveau projectile lié à l'impact des objets. 63 000 mètres cubes de terre sont donc répartis sur l'ensemble des constructions du fort. Selon leur importance, 4 à 16 mètres d'épaisseur recouvrent les bâtiments. Plus aucune maçonnerie n'est visible pour l'ennemi. Le fort disparaît totalement dans le paysage. Conséquence, les soldats vivent désormais sous terre. Donc, vous vivez dans le noir globalement quand vous êtes dans le fort. Comme les bougies, ça coûtait cher, les flambeaux étaient aussi dangereux. Il faut bien voir qu'on utilisait à l'époque la poudre noire. La poudre noire, c'est un explosif très instable. Donc, pour éviter toute explosion, on utilisait au maximum la lumière naturelle. Dans le fort, il existe 32 puits de lumière. Ils ont des dimensions et des formes un peu différentes. Par exemple, vous pouvez avoir des formes qui sont rondes, des formes qui sont carrées. Ce n'est pas innocent parce que, en fait, lorsque l'on a une forme ronde, cela va indiquer aux soldats qui se promènent donc dans la galerie que l'on est soit sur une déclinaison de la pente ou encore sur un changement de direction. Par exemple, si on est sur une partie qui est carrée, on se trouve en fin de couloir. Ainsi, on va pouvoir se diriger, même si à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Ces puits de lumière permettent un ingénieux système de circulation dans ce labyrinthe souterrain. Sans ce code lumineux, il est impossible de se déplacer dans les 7 hectares du fort. Si ces ouvertures permettent aux soldats d'effectuer des trajets sous plusieurs mètres de terre, elles permettent également de résoudre une difficulté liée aux combats intensifs. Le problème, c'est que les poudres utilisées sont très toxiques dans leur fumée et ont du mal à se dissiper dès l'instant où on est à l'intérieur d'un ouvrage. Et le système des puits de lumière est un moyen assez habile pour essayer de chasser le plus vite possible de la fumée entre deux tirs, parce que sinon les servants vont être incommodés, voire même être très malades, voire mourants. La forme des puits en cône a été étudiée avec précision. Elle produit un phénomène physique qui accélère le mouvement de l'air vers l'extérieur. Tout est optimisé
pour que les 900 militaires puissent au mieux défendre la ville de Lyon en période de siège. Le fort doit être hermétique, imprenable. En témoigne le seul accès capable de se dérober en cas d'attaque. Un ingénieux système de pont dit glissant. On va pouvoir le faire glisser sur le côté. Et l'avantage de le faire glisser, c'est qu'en dessous, on a une partie très profonde, de l'ordre de 6 mètres. Et cette partie-là va empêcher évidemment les assaillants de passer du fossé vers l'intérieur du fort. En fait, l'idée, c'est que quelques hommes, 2, 3 maximum, puissent verrouiller le fort en moins de 4 minutes. Dès cet instant, les militaires sont livrés à eux-mêmes. Ils doivent être capables de tenir la place et de se défendre pendant 90 jours, en totale autarcie. Les munitions, les vivres et l'eau doivent être présents en conséquence. Il vous fallait stocker 80 tonnes de nourriture, encore une fois pour tenir 3 mois en autonomie totale. Il y avait l'eau, chaque fort a forcément un point d'eau. Pour assurer les 1000 litres d'eau quotidien nécessaires à la vie des soldats, le génie militaire a développé une technique astucieuse permettant de récupérer et de traiter l'eau de pluie. Les gouttes traversent la végétation, tombent sur la terre située sur les constructions. Elles s'infiltrent ensuite sur plusieurs mètres et se purifient avant de toucher l'extrat d'eau des voûtes, la partie extérieure de la maçonnerie préalablement étanchéifiée. Ensuite, un chemin souterrain permet de conduire l'eau pour être récupérée. Le système donc, de la gestion des eaux pluviales sur ces forts permet de penser qu'ils avaient inventé les premiers systèmes de filtration type station d'épuration, si on peut dire, en utilisant la capacité des 4 mètres de terre et des végétaux qui se trouvent au-dessus de ces constructions, et puis habilement en les emmenant vers les citernes, alors qu'on est sur des sites des fois de plusieurs hectares. Il faut savoir que l'eau était utilisée principalement pour la nourriture, que les soldats se lavaient très peu, puisque le règlement du soldat disait qu'on se lavait la figure et les mains une fois par jour. Et à partir de 1900, seulement une douche, on va dire ainsi, se lavait par aspersion une fois par semaine. Le fort de Bron est le premier de cette ceinture lyonnaise. 10 autres ont été construits sur ce même principe en moins de 15 ans. Au total, près de 80 000 hommes devaient, depuis ces places fortes, pouvoir défendre la ville de Lyon. Mais une nouvelle technologie militaire vient en 1881 remettre totalement en cause la capacité défensive de ces forts. Le chimiste français, Eugène Turpin, découvre en effet un explosif révolutionnaire, la mélinite. Dès l'instant où on met de la mélinite dans le boulet, donc qui devient un obus, et non plus de la poudre noire, le pouvoir détonnant est multiplié par 10, je crois. Si bien que cette mélinite, à l'impact, quand l'obus arrive, explose encore plus fort que les générations précédentes. Les 4 mètres de terre que l'on avait prévus dans les ouvrages séries de rivières, on va dire traditionnels, en maçonnerie de pierre, deviennent inopérants puisqu'on fait des trous comme dans du beurre grâce à ces obus dits brisants chargés de mélinite. Prévu pour résister 3 mois, le fort de Bron, comme tous les autres forts serrés de rivière, peut être détruit en l'espace de quelques dizaines d'heures. Un coup d'arrêt est donné à toutes les constructions en cours, considérées désormais comme caduques. C'est vrai que ces forts ont été construits et ont été obsolètes très très vite, en 10 ans, ils ont été obsolètes. Il faut bien voir que la poudre noire, ça faisait 400 ans qu'elle existait et que l'évolution de l'armement avait peu évolué. L'immense fort de Bron de 7 hectares, destiné initialement à protéger la ville, est aujourd'hui déclassé. Mais sa construction robuste en altitude l'a transformé en un immense château d'eau capable d'alimenter une partie des foyers lyonnais.
En 2000 ans d'histoire et de construction, Lyon, de par sa position géographique stratégique, n'a eu de cesse d'être un exemple, d'être convoité, envié par ses voisins. De la ville romaine luxuriante aux nombreux édifices prestigieux, à la capitale religieuse de la France, Lyon, première ville commerciale en son temps, laisse aujourd'hui, à travers ses monuments emblématiques, un formidable témoignage de la richesse de cette ville, toujours en avance sur son temps.